Bonjour, bienvenue dans cette matinée un peu sombre, mais j'espère qu'il n'est pas de mauvais augure. Chers invités, chers pensionnaires et résidents, mesdames, messieurs, la semaine dernière à Rome a eu lieu un grand rassemblement sur le climat. Partout dans le monde, la conscience s'éveille en réaction aux actions de l'homme, aux choix politiques qui mettent à mal les écosystèmes et la biodiversité. La Villa Médicis, ce bel écrin, n'échappe pas à ces phénomènes. Depuis le mois d'août, le vent s'est levé sur la villa et a emporté avec lui plus de 10 pins, de plus de 10 arbres. Nous sommes confrontés, ces événements, ces chutes d'arbres qui étaient trop âgés, trop atteints par la pollution ou par des parasites, résonnent avec les enjeux qui nous rassemblent aujourd'hui autour de l'Anthropocène. Cette ère que nous vivons et qui place en son centre l'homme au centre de l'écosystème terrestre. C'est dans ce cadre que 3 de nos pensionnaires, que je salue, ont souhaité organiser ce chantier Anthropocène. Je tiens à remercier François Hébert, Thomas Lévillane et Recato Venturi, qui ont été secondés par l'ensemble de leur promotion qui les a aidés dans cette programmation. Je tiens également à remercier leurs éminents invités, tous spécialistes des thématiques de l'Anthropocène, qui ont accepté de partager leur regard avec nous sur ces thèmes et qui nous honorent de leur présence. Je suis également très heureux de pouvoir voir parmi les participants un ancien pensionnaire. Les chercheurs ici présents vont nous partager avec nous leur expérience, leur discipline et nous offrir des nouveaux moyens d'expression et d'appréhension de nos modes de vie, de notre écosystème. Les 2 jours de réunion seront composés de rencontres, d'interventions, d'échanges qui seront ponctués par les intermèdes organisés par nos pensionnaires. Ce programme nous permettra de traiter de nombreux thèmes, qu'ils soient l'écologie, les nouvelles technologies, les inégalités, la croissance, des sujets qui nous préoccupent et que l'art et les sciences doivent nous permettre d'appréhender à nouveau. Je ne prolongerai pas ce discours, car le plus important est maintenant d'échanger entre nous, et donc je cède la parole à nos 3 organisateurs. Je vous remercie. Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir à la Villa Médicis pour ce chantier Reconstruire le regard, donc chantier ouvert sur l'Anthropocène. Quand on est arrivé ici, pensionnaire pendant 1 an, en fait, on s'est rendu compte que on avait beaucoup de points d'intérêt qui se rassemblaient autour de cette question. On partageait les mêmes inquiétudes et venant de disciplines différentes comme le cinéma, l'histoire de l'art, le design, la littérature, l'architecture ou la peinture, on s'est rassemblés autour de cette question. Et c'est donc dans un des plus beaux endroits du monde qu'on évoquait sa fin. Donc c'est voilà, point de vue hétérogènes, se sont rassemblés autour de la question de la représentation. Et c'est dans cet esprit, dans l'esprit de cette diversité, que nous pouvons rassembler des personnalités aussi différentes, donc aujourd'hui et demain. Mettons en commun philosophes et scientifiques, militants et artistes. Ces chantiers est pour nous tous l'occasion d'échanger sur les stratégies adoptées pour inventer d'autres représentations, récits et pratiques, comme le dit les titres de ces chantiers, reconstruire les regards. Alors, nous tenons à remercier chaleureusement Stéphane Gaillard, le directeur par intérim de la Villa Médicis, l'équipe de la Villa, Arthur Godard, Camille Coschieri, Giovanni Mastro Cesare, Cristiano Leone, Dunia Dolbeck, Francesco Armiti, Romain Bitton, Laura Murravo, enfin les traductrices Lucrezia Di Stefano et Simona Zibellini. Et on va commencer tout de suite avec notre premier invité. Il est professeur émérite de philosophie sociale et politique à l'École Polytechnique, Paris, professeur de sciences politiques à l'Université Stanford, Californie, membre de l'Académie des technologies, premier président de la commission d'éthique de l'Institut français de radioprotection et de sécurité nucléaire, directeur de recherche de la fondation Imitatio à San Francisco. Jean-Pierre Dupuy est surtout un philosophe qui parle clair, précisément, et décrit avec générosité, dans le sillon de Gunther Anders, l'ère du délai, dans lequel nous nous trouvons. Il vient de sortir un livre, La guerre qui ne peut pas avoir lieu, à propos de la menace nucléaire,
Cela nous a paru être une excellente entrée en matière pratique, un problème d'échelle, de rationalité folle, d'impensé quotidien, que nous allons retrouver tout au long du colloque et qui, précisément dans ce cas, n'est dû, d'une manière certaine, qu'à l'activité humaine. Je me permettrai d'ajouter que Jean-Pierre Dupuy est un philosophe qui regarde le mal, il fait partager à son lecteur les abîmes ouverts par ses paradoxes intelligibles, il modifie son regard sur le réel, et en ce sens, pour moi, c'est un philosophe artiste. Voilà, Jean-Pierre Dupuy. Merci beaucoup Thomas, puisque vous êtes mon parrain. C'est vous que je remercie en premier. Et merci à la Villa Médicis de cette invitation extraordinaire dans ce lieu fantastique. Et merci à vous tous d'être présents et de m'écouter là. Alors, je dois vous dire tout de suite que, a priori, j'enclenche mon chronomètre, je suis hors sujet. Je suis hors sujet parce que je ne vais pas parler d'anthropocène, je ne vais pas parler de changement climatique, je ne vais pas parler de technologies qui deviennent folles, etc. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. J'ai même commencé, lorsque je travaillais avec Ivan Illich, ça c'est le privilège de l'âge, hein, avec Ivan Illich dans les années 70, et notre livre Énergie et équité annonçait déjà ce qui allait se passer en matière d'énergie. Bon, mais peu importe. Puisque je vais vous parler de ce que j'appelle la menace oubliée, qui est pour moi la plus importante et la mère de toutes, qui est la guerre. Et aujourd'hui, la guerre, ça veut dire la guerre nucléaire, la guerre atomique. Alors, il y a des rapports de causalité entre les sujets dont on va parler aujourd'hui et demain et la guerre nucléaire. Enfin, la guerre, disons. Les premières conséquences extrêmement graves du changement climatique, ça ne va pas être la montée des océans, les sécheresses extraordinaires, ou au contraire les tornades, les cyclones, etc., etc. Ça va être les conflits, donc les guerres, que l'anticipation de ces événements va produire, et en particulier sous forme de migration massive. Aujourd'hui, on voit que l'Europe est au bord du chaos du fait de migrations qui sont de l'ordre de dizaines de milliers. Bon. Admettons centaines de milliers. L'ONU prévoit des migrations de centaines de millions du fait du changement climatique. Bon. Donc, la destruction de ce que nous appelons l'environnement, un terme d'ailleurs absurde, c'est pas autour de nous, l'environnement, c'est à l'intérieur de nous. Bon, la destruction de l'environnement va produire des conflits et des guerres. Inversement, pourquoi est-ce que nous détruisons la nature? Pas parce que nous haïssons la nature. Enfin, quelques fous peut-être, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est parce que nous nous haïssons les uns les autres. C'est la violence. Une des manifestations de cette violence étant d'ailleurs cette fuite en avant qu'on appelle la croissance économique globale. Donc il y a un rapport de causalité circulaire entre la destruction du milieu et la violence. Et donc je vais vous parler de la violence. Il y a un poème de T.S. Eliot qu'il a, américain puis anglais, prix Nobel de littérature, qu'il a publié en 1925, qui s'appelle The Hollow Man, les hommes creux. Ça commence par The Hollow Man, The Stuffed Man, Leaning Together, Head Pieces Filled with Straw. Hein, les hommes creux, les hommes empaillés, qui s'appuient les uns sur les autres, et la tête remplie de paille. Les 4 dernières lignes de ce poème établissent mon sujet en quelque sorte. Toute personne de langue anglaise ou cultivée, ayant une culture minimale, disons, connaît ces 4 vers. Alors, ces 4 vers, d'ailleurs, c'est 3 fois le même vers. This is the way the world ends. Voici comment le monde vient à sa fin. Et le dernier vers, not with a bang, but a whimper. Pas avec un boom, mais avec un gémissement. Il y a aujourd'hui en France des gens qui ont découvert les travaux d'un penseur à tout faire, si je peux dire,
américain qui s'appelle Jared Diamond et son livre Collapse, traduit par effondrement. Bon. Ces gens s'appellent des collapsologues. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, enfin je n'ai pas besoin de citer des noms, etc. Je crois qu'ils ont tort de parler de collapsologie à propos du changement climatique. Ça va être un gémissement. Le bang, c'est la bombe atomique, bien évidemment. Changement climatique, destruction de l'environnement, gémissement. Je prends un exemple pris par Jared Diamond dans son livre. La destruction de la civilisation de l'île de Pâques. Bon, la théorie classique, c'est que les Mélanésiens qui sont arrivés dans l'île de Pâques, quelque chose autour du XIIe, XIIIe siècle de notre ère, se sont mis à cultiver la petite surface. Ils ont cultivé trop, et c'est ce qu'on appelle le paradoxe des commons. Hein, lorsqu'il n'y a plus de champs de propriété, lorsqu'il n'y a pas de propriété privée, bon, ben, on consomme trop et finalement voilà. Alors, cette théorie a été démentie par l'histoire, enfin le travail des historiens. L'histoire est beaucoup plus tragique et comique en même temps. Les Mélanésiens qui sont arrivés là sont arrivés avec dans leur bateau des rats. Les rats arrivés sur l'île se sont multipliés. Ils ont mangé tout le bois. Il n'y avait plus d'arbres. Il n'y avait plus de bois pour fabriquer des bateaux. Plus moyen de pêcher. C'était des pêcheurs, ces gens. Mais ils ont survécu. Ils ont survécu. Comment? En mangeant des rats. Bon, donc, je crois que c'est ça le gémissement. Hein. Ce qui nous attend avec le changement climatique, mais d'autres qui vont en parler, j'imagine, dans les 2 jours qui viennent, ça va être ce gémissement qui va consister dans ce qu'on appelle l'adaptation. L'adaptation à des conditions dégradées. Hein, c'est pas joli. Au moins, la mort par guerre atomique, là, ça fait boum. Not with a bang, but a whimper. OK. Alors, j'en viens à mon sujet. Dans ce livre que Thomas vient de désigner, dans le premier chapitre, aux grandes dames de mon éditeur, je prévois que le livre va être un flop. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Et je crois que la meilleure manière d'entrer dans le sujet que je veux traiter, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tout le monde s'en fiche, alors que c'est peut-être la menace la plus importante. Oui, pardon? D'accord, ok. Oui, mais je ne veux pas dans les yeux quand même. Bon. Pourquoi est-ce que tout le monde s'en fiche? C'est la meilleure manière d'entrer dans le sujet, je pense. Alors, il y a certainement plusieurs raisons qui convergent. La première, c'est que nous avons appris tous, à tort, que l'arme atomique est tellement violente, tellement forte, que personne ne peut l'utiliser. Avouez que c'est quand même un raisonnement assez extraordinaire, enfin, assez incroyable que nous puissions croire cela. L'arme atomique ne sert pas à conquérir des territoires, ne sert pas à se défendre contre des gens qui essayent d'envahir votre territoire, elle sert uniquement à empêcher que les autres l'utilisent. C'est un système complètement fermé sur lui-même. On en infère que, en plus on ajoute qu'il ne s'est rien passé depuis 1945, il n'y a pas eu de guerre atomique, donc on en infère que ben voilà, ça peut continuer indéfiniment. Hein. La bombe atomique ne sert qu'à empêcher les autres d'utiliser la bombe atomique. Il y a une autre raison qui est avancée, c'est que qui pourrait démarrer une guerre atomique? Bon, personne ne veut la guerre. Kim, le chef de la Corée du Nord, et Trump, l'été 2017, se sont insultés, injuriés d'une manière inimaginable. Enfin, un vieux gâteux impuissant, disait Kim, petit small rocket man, ou tiny rocket man, je ne sais plus, disait Trump à propos de Kim. Bon, ça paraît dérisoire, ça nous fait rire, mais n'empêche que pour les spécialistes de l'arme atomique, on est passé à un cheveu d'un véritable conflit nucléaire. Donc qui... Alors, autre exemple, ni Kennedy ni Khrouchtchev ne voulaient la guerre atomique dans ces 14 jours du mois d'octobre 1962, lorsqu'on est passé, selon McNamara, 30 fois
à s'après du déclenchement d'une guerre atomique, qui aurait fait, d'après le calcul des spécialistes, 600 millions de morts. Un peu moins d'un tiers de la population mondiale à l'époque. On a eu de la chance, on peut dire. Bon, mais personne ne veut la guerre. Ni Khrouchtchev, ni Kennedy ne veulent la guerre. Ni Kim, ni Poutine, ni Trump ne veulent la guerre. Et donc ça rassure. Mais c'est absurde, car on ne comprend pas que si une guerre nucléaire se déclenche, elle n'aura pas été voulue. Ce sera le résultat de ce qu'on appelle en philosophie, quelque chose que personne ne veut, un accident. Voilà. Alors voilà donc deux raisons. Sur la première raison, je veux quand même citer quelqu'un qui est un grand spécialiste du sujet. J'ai mis en exergue de mon livre. Voici, c'est quelque chose qui a été dit en 1990. J'ai toujours beaucoup réfléchi à la question de la guerre nucléaire. C'est un sujet qui a beaucoup d'importance dans la manière dont je pense. C'est la catastrophe ultime, extrême. Le monde n'a pas de défi plus important à relever et pourtant personne n'analyse les mécanismes qui y mènent. Entre parenthèses, c'est un peu comme la maladie. Personne ne croit qu'il va tomber malade jusqu'à ce que cela arrive. Personne ne veut en parler. Je crois qu'il n'y a rien de plus stupide que de croire que cela n'arrivera jamais juste parce que tout le monde sait que les armes nucléaires ont un immense pouvoir de destruction et qu'on va donc se garder de les utiliser. Et puisque cette personne parlait anglais, what bullshit, que je traduis par quelle connerie. L'auteur de ces lignes, c'est, je pourrais vous demander de deviner, mais c'est Donald Trump, en 1990. Voilà, je pourrais exactement signer ce qu'il a dit là. Quelle connerie que de croire que parce que l'arme nucléaire est très dangereuse, personne ne va l'utiliser. Bon, ça c'était mon introduction. Première partie, je vais vous... Là, c'est une partie un peu technique, mais on a besoin de concepts. Et une des choses qui rassure aussi sur la guerre atomique, c'est que personne ne connaît même ces mécanismes en question, et donc, bon, on se rassure à bon compte. Avec les armes conventionnelles ordinaires, enfin, on dit conventionnel, un terme franglais affreux, mais enfin, conventionnel, ça veut dire non atomique. On considère, il y a deux manières il y a deux circonstances dans lesquelles on peut les utiliser. C'est l'attaque et la défense, bien sûr. La légitimité des forces armées provient de ce que... c'est la légitimité de la légitime défense, justement. Bon, le ministère des Armées en France s'est appelé ministère de la Guerre, ensuite ministère des Armées, et ensuite ministère de la Défense. Depuis un an, il s'appelle de nouveau, bon, je ne sais pas si c'est un coup de Macron, ça, ministère des Armées. Bon. Le secrétaire à la Défense américain s'appelle secrétaire à la Défense. C'est la défense qui légitime les forces armées. En matière nucléaire, il y a un troisième larron. Il y a la défense, il y a l'attaque, qu'on appelle préemption, je vais revenir sur ce mot bizarre dans un instant, et il y a un troisième larron qu'on appelle la dissuasion. Alors je vais vous montrer rapidement, bien sûr, parce qu'on a peu de temps, que sur chacune de ces trois dimensions, l'accident est très probable. Alors vous me direz, il n'a pas eu lieu, mais il n'empêche. La défense. Ça, c'est la fameuse guerre des étoiles de Ronald Reagan de 1983. N'est-ce pas? C'est l'idée de construire un bouclier de missiles antimissiles, c'est-à-dire des missiles qui arrêtent les missiles qui arrivent. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à dépasser les 30% de réussite, mais même si on arrivait à 99,5% de réussite, ça ne marcherait pas parce que le missile qui passerait à travers serait le missile de trop, bien évidemment. Et 100% de succès dans l'industrie, ça n'existe pas. Donc la défense ne fonctionne pas. La dissuasion. La dissuasion, c'est une forme particulière de la défense qui consiste à utiliser des mots plutôt que des armes. Ces mots, ce sont des menaces. Si tu fais un pas en avant, tu envahis un territoire qui m'intéresse, l'Afghanistan par exemple, ou la Corée du Sud, ou alors si tu m'attaques,
par une première frappe nucléaire, eh bien, ma riposte nucléaire sera incommensurable. Ça, c'est l'expression française, de la doctrine française, incommensurable. Une petite parenthèse ici, ça veut dire que la dissuasion, d'emblée, viole l'un des principes de ce qu'on a appelé depuis Saint-Augustin au moins la guerre juste, le principe de proportionnalité. On dit le contraire, ce ne sera pas proportionnel, ce sera incommensurable. Bon, et si donc tu m'attaques, je lancerai une contre-attaque, des représailles, qui entraîneront des représailles de ta part, ce qui entraînera ce que Clausewitz appelait la montée aux extrêmes, et la montée aux extrêmes, ça veut dire l'annihilation mutuelle. En anglais, ceci se dit Mutually Assured Destruction, destruction mutuelle assurée, MAD, et c'est devenu le sigle de la dissuasion nucléaire, MAD, mot qui veut dire fou, comme vous le savez en anglais. Là, on a une coïncidence de la rationalité et de la folie. Bon, donc si tu m'attaques, je réagis de manière nucléaire, bien sûr, de manière incommensurable. Et on suppose que ceci va marcher. Est-ce que ça a marché? Je vais y venir dans un instant, depuis 1945. Il y a toute raison a priori de penser que ça ne va pas marcher. Raisonnement a priori. Contredit par l'histoire. Attendez. Raisonnement a priori consiste à dire, si je tiens bon sur ma promesse, ma menace de contre-attaquer et de lancer l'escalade à l'extrême, eh bien je me suiciderai, bien évidemment. Je liquiderai l'autre, je liquiderai le monde, et donc je me liquiderai moi-même. Qui a envie de se suicider? En d'autres termes, la menace qui est à la base de la dissuasion nucléaire est une menace non crédible. Il y a quelqu'un qui l'a dit, et l'état-major ne lui a jamais pardonné, c'est notre président Giscard d'Estaing, qui dans ses mémoires a dit, qu'il a écrit bien sûr après, quand il n'était plus président, jamais je n'aurais appuyé sur le bouton. Jamais je n'aurais appuyé. Alors, ce qui réduit évidemment la crédibilité de ce que nous appelons la force de frappe en France à zéro. Donc la menace n'est pas crédible. J'en viens tout de suite à la préemption. C'est un mot bizarre qui est en fait une horreur étymologique due à l'anglais. Préempter, en français, ça ne signifie qu'une chose, liée à l'étymologie, c'est acheter avant l'autre, emptor, l'achat. L'État achète une propriété avant qu'une personne privée l'achète, il a ce droit de préemption. Mais aujourd'hui, écoutez, vous n'avez qu'à écouter la radio, vous écoutez la télévision, vous verrez qu'en français aussi, mais ça vient de l'anglais, on dit préempter au sens de agir avant l'autre, que cette action soit un achat, une vente ou n'importe quoi. On agit avant. Alors c'est ce que signifie préemption en matière nucléaire, c'est d'attaquer en premier. Mais c'est plus subtil que ça. Le petit nom, si je peux dire, de la préemption en matière militaire en anglais, c'est « striking second first », être le premier à attaquer en second. Quel oxymore extraordinaire, hein? Être le premier à attaquer en second. C'est-à-dire les représailles ont lieu avant l'attaque. Les représailles ont lieu avant l'attaque. Quelle est la justification de cela? C'est de supposer que l'attaque de l'autre est tellement là, en quelque sorte, bien qu'elle n'a pas encore eu lieu, elle fait partie du présent, qu'on peut considérer qu'elle a déjà eu lieu. Donc on réagit à un futur qu'on considère comme un passé. Alors le sous-titre de mon livre, c'est « Essai de métaphysique nucléaire » et la question métaphysique de la temporalité est essentielle à cette réflexion. Bon. Donc, c'est ça la préemption. John Bolton, par exemple, qui est aujourd'hui le secrétaire, pas le secrétaire, c'est pas le chef du Pentagone, c'est le conseiller à la sécurité du président Trump, alors même qu'il n'était pas encore dans ce poste. John Bolton, qui est vraiment un fou sanguinaire, a dit cela à propos de la Corée du Nord. Bon, l'attaque de la Corée du Nord est tellement là que nous devons attaquer la Corée du Nord en premier, mais c'est en premier étant un second, puisque, bon.
Alors, tout ceci a conduit à une doctrine que, à vrai dire, les Américains utilisent pratiquement depuis la guerre froide, que les Russes, enfin les Soviétiques, utilisent également depuis la guerre froide. Pour la France, écoutez, je suis français, j'étais élève à l'école polytechnique, une école militaire, comme vous le savez. J'ai pas mal d'accès à l'établissement militaire français. Il est impossible de savoir ce qu'il en est de la doctrine française véritablement. Impossible. Alors qu'en Amérique, l'avantage de l'Amérique, c'est qu'elle dit tout ça, elle met tout ça sur la table. Bon. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de la France. Alors cette doctrine, ça se dit en anglais « launch on warning ». On lance ses propres missiles sur la base d'une alerte. Warning, alerte. On n'attend pas que les missiles de l'autre arrivent pour mettre en action sa menace de représailles. Dès que l'alerte a eu lieu, on lance ses propres missiles. Alors, il y a un premier avantage, c'est que si jamais les missiles de l'autre étaient destinés à détruire les vôtres, mais au moins, ils ne sont pas détruits puisque vous les lancez avant. Bon. Donc, la préemption, on peut dire, là, c'est le summum de la dissuasion, vous voyez bien, puisque on menace de représailles, mais ces représailles ont lieu avant que les missiles de l'autre arrivent. Mais, alors évidemment, on tombe sous le coup du fait qu'il y a beaucoup de fausses alertes. Les systèmes d'alerte sont des systèmes faillibles. Je vais vous prendre un exemple dans un instant. Bon, défense. Alors, défense ne marche pas parce qu'il faudrait qu'elle marche à 100%. Dissuasion, elle ne marche pas parce que la menace de représailles est non crédible. Préemption, c'est de la pure folie. Troisième partie de mon exposé, je vais prendre quelques exemples. Alors là, je pourrais en prendre 35, 40. Je vais me limiter à 3 ou 4. Et d'ailleurs, mon livre n'en parle, n'en présente. C'est un livre essentiellement philosophique. Bon, donc et si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a un problème par rapport à un tel livre. C'est que si je prenais beaucoup d'exemples, je les prendrais de notre histoire, bien évidemment, l'histoire de notre humanité depuis 1945. Et cette histoire a ceci de particulier que l'objet même d'un livre comme celui-ci ne s'est pas produit. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire. Donc on ne peut qu'utiliser ce qu'on appelle en philosophie des propositions contrefactuelles. Que se serait-il passé si le nez de Cléopâtre avait été plus long? Bon, Marc-Antoine ne serait pas tombé amoureux d'elle, etc., etc. Pascal, bon. Donc les contrefactuels abondent, puisqu'il n'y a pas d'expérience historique. Et en plus, s'il y avait une expérience historique, nous ne serions pas là pour en parler et pour y réfléchir. Donc on a affaire à un objet ici qui, s'il faisait partie de notre histoire, ben on ne serait pas là pour en parler. Bon, là, c'est un problème terrible. Alors, je prends quelques exemples. Archipoff. Tous que nous sommes ici, quel que soit notre âge, nous ne serions pas ici si un dénommé Archipoff n'avait pas agi comme il a agi. Les plus jeunes, parce qu'ils ne seraient pas nés. Les plus vieux, comme moi, parce qu'ils auraient été liquidés, tout simplement. Qui était Archipoff? Alors, nous sommes le 22 octobre 1962. Crise des missiles de Cuba. Un sous-marin soviétique croise au large de Cuba. Il se trouve privé de communication avec Moscou. Dans ces cas-là, les soviétiques avaient une règle qui est que le commandant et le commandant second, qui était l'officier politique, le communiste, sur place, devaient être unanimes, c'est-à-dire devaient être d'accord l'un et l'autre, pour prendre une décision d'attaque nucléaire ou pas. Bon, l'un et l'autre décident de lancer une attaque nucléaire. Ils sont prisonniers, ils sont entourés d'un destroyer américain et d'autres bateaux américains, etc. Mais il se trouve que ce jour-là, se trouvait à bord de ce sous-marin quelqu'un qui, par définition, était sous les ordres
du commandant, commandant seul à bord, mais qui se trouvait le commandant de l'ensemble de la flottille des sous-marins dans cette crise de Cuba, des missiles de Cuba. Donc, ce gars-là, dont le nom était Arkhipov, était sous les ordres du commandant dans ce sous-marin particulier, mais au-dessus du commandant, si on élargissait le champ. Le commandant sous-marin décide de demander son avis à Arkhipov, de ce fait. Et Arkhipov dit non, on n'attaque pas. Et rien ne s'est passé, le sous-marin est remonté à la surface, était fait prisonnier, etc. Que se serait-il passé si Arkhipov n'avait pas été dans ce sous-marin particulier, mais dans un autre? Donc, ce sous-marin allait lancer une attaque nucléaire contre le destroyer et tous les bateaux américains qui étaient autour. Que se serait-il passé? Il y a une donnée essentielle, c'est que les Américains ne savaient pas que les sous-marins soviétiques étaient dotés de l'arme nucléaire. Ils ne le savaient pas. S'il y avait donc eu une frappe nucléaire, ils en auraient déduit que cette frappe venait de Cuba. Kennedy, 2 ou 3 jours avant, avait annoncé que s'il y avait quelque chose de ce genre, si les Soviétiques utilisaient l'arme atomique, ils attaqueraient aussitôt Moscou et Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc on est passé à ça près. À ça près. Si Arkhipov n'avait été pas dans ce bateau, dans ce sous-marin, etc. La chose étonnante là-dedans, parce qu'alors donc on a envie de dire que se serait-il passé si, etc. Bon. La chose étonnante, alors dans ce cas-là, on a envie de changer. Hein, c'est un jeu auquel, en psychologie, on s'amuse. Que se serait-il passé si ceci ou cela avait été différent? La chose la plus étonnante ici, c'est que les Américains ne savaient pas que les sous-marins soviétiques étaient dotés de l'arme nucléaire. Alors c'est étonnant, attention, non pas parce que l'intelligence, enfin les services secrets américains avaient mal travaillé, mais c'est étonnant parce que les Soviétiques n'avaient pas dit aux Américains qu'ils avaient l'arme atomique dans leurs sous-marins. C'est ça la chose étonnante, car si la dissuasion était vraiment... Le peu que j'ai dit de la dissuasion suffit à comprendre que si vraiment cette arme atomique avait une valeur de dissuasion, ben, il faut dire à l'autre qu'on l'a. Bon, c'est aussi un cas de launch on warning. Hein. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ceci? On a l'arme atomique qui est prête à répliquer automatiquement, mais on ne le dit pas à l'autre. Je fais référence à un film que beaucoup de gens ont vu. Le film de Stanley Kubrick qui s'appelle Dr. Strangelove, Docteur Folamour. Les Russes, enfin les Soviétiques plutôt, ont inventé cette machine qui réplique automatiquement dès lors qu'il y a une alerte, mais ils ont oublié de le dire aux Américains. Et donc évidemment les Américains attaquent. Et, bon. Un de mes collègues de Stanford, du Centre d'études stratégiques de Stanford, a pu dire de ce film que ce n'était pas un spoof, ce n'était pas une parodie, c'était un documentaire. Deuxième exemple, plus récent. Hawaï, 13 janvier 2018. Pendant 38, je ne sais pas si on en a parlé en France. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé et que ça, en soi, c'est significatif. Pendant 38 longues minutes, les habitants et les touristes de Hawaï, ce qui fait à peu près 10 millions d'habitants, ont cru qu'ils allaient mourir par d'une frappe nucléaire. Une annonce avait été faite par le service de surveillance civile, j'ai bien civil, que des missiles arrivaient sur l'archipel de Hawaï. Bon, pendant 38 minutes, bon, tout ça est bien documenté maintenant, il y a eu une immense panique, vous l'imaginez, et c'était enfin une expérience en vraie grandeur. Bon. Bien sûr, il se trouve que c'était une fausse alerte. Le gars en charge de la surveillance, c'est pas qu'il avait appuyé sur le mauvais bouton. Il croyait lui-même que l'attaque avait lieu. Hein, sur la base d'images, qui étaient en fait des images d'essai, un drill, comme on dit en français, d'exercice aérien, si vous voulez, qu'il avait pris pour une véritable attaque. Bon. Et voilà, et tout s'est bien passé, et tout le monde a oublié.
où vous ne l'avez jamais su. Le jour d'après, la même chose avait lieu à Tokyo. Ça a duré 5 minutes, là, non pas 38 minutes. Bon, donc c'est quelque chose qui arrive fréquemment, les fausses alertes. Que se serait-il passé si c'est la surveillance militaire de l'archipel qui avait commis cette erreur? Eh bien, launch on warning, les missiles nucléaires basés à Hawaï, et il y en a à Honolulu, comme par hasard, auraient été lancés. Alors, où? Puisque on ne savait pas d'où venait l'attaque. L'attaque pouvait venir ou de la Corée du Nord ou de la Russie. Bon, la Corée du Nord, c'est à peu près 20 minutes, la durée de ces missiles intercontinentaux. La Russie, ben, tout dépend d'où venait l'arme. Si elle venait de sous-marin, ça pouvait être 5 minutes, 10 minutes. Bon. Donc, si ça avait été un militaire il aurait fait utiliser le launch on warning, hein, visant Moscou ou Saint-Pétersbourg, ou ce que vous voulez, ou alors la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, et c'était le déclenchement, probablement, d'un conflit nucléaire extrêmement grave. Bon. L'un de mes collègues de Stanford, William Perry, qui fut le secrétaire à la défense du président Clinton, a pu dire après cela que dorénavant, il n'y a plus aucune différence entre les fausses alertes et les vraies alertes. Alors, dans le pays et dans la culture du fake news, hein, ceci a beaucoup de sens. Pourquoi? Ben parce que si c'est une fausse alerte, ça ne change rien à cause du launch on warning, puisque en réagissant à quelque chose qui n'a pas lieu, on crée cela même qui aurait eu lieu si ça avait eu lieu. Vous comprenez? Rationalité et folie. Troisième exemple. Bon, ça, on se rapproche d'aujourd'hui, et donc j'imagine que vous suivez l'actualité, enfin j'espère que vous suivez l'actualité dans ce domaine. Hein. Ça dit, si vous ne la suivez pas, ça prouve exactement mon point, à savoir qu'on s'en fiche. La Corée du Nord, précisément. Bon, la Corée du Nord devient une menace extrêmement sérieuse. Je rappelais que l'été 2017, j'étais sur place, pardon, je n'étais pas en Corée du Nord, j'étais en Californie, mais enfin, donc, la Californie, c'est le balcon. Hein, avant la Californie, il y a l'île de Guam, hein, territoire américain. D'où, entre parenthèses, sont partis, enfin, c'est l'îlot de Tinian, juste à côté de Guam, d'où sont partis les B-29 qui ont lancé les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'est une valeur symbolique. Mais en dehors de Guam, la première cible, c'est évidemment la Californie. Bon. Donc, cet été, vraiment, j'étais auprès de William Perry, de Jerry Brown, le gouverneur de la Californie, etc. Ils avaient très, très, très peur. Bon. Et puis après, ça s'est calmé, puisque Kim, comme vous le savez, et Trump se sont mis à se faire des mamours, à s'embrasser sur la bouche, etc., etc. Il y a eu cette rencontre à Singapour en septembre 2018, et puis là, c'est au début de l'année à Hanoï, là, c'est il y a 3 semaines. Hein. Bon, échec complet. Échec complet sur quelle base? Sur un mot, dénucléarisation. Vous voyez que l'accident, quelque chose que personne n'a voulu, ça peut venir d'appuyer sur un faux bouton, etc., etc. Ça peut vous dire aussi, tout simplement, confusion sur les mots. Dénucléarisation. Ce que l'Amérique entend par dénucléarisation, c'est que Kim abandonne tous ses missiles, toutes ses ogives nucléaires et toutes ses usines de retraitement de l'uranium. Bon, tout. Ce que Kim, lui, entend par dénucléarisation, c'est tout autre chose. C'est réciproque. C'est que l'Amérique elle-même, bon, l'Amérique n'a pas de bombes atomiques en Corée du Sud, mais enfin, peu importe, puisque les bombes atomiques n'ont pas à être sur place. Je veux dire, elles peuvent être à 10 000 km de là. Mais que l'Amérique cesse d'être le parapluie nucléaire de la Corée du Sud et du Japon. Supposez que ce soit le cas, qu'est-ce que va faire le Japon? Ben, il va se nucléariser. Bon, on estime qu'en 6 mois, le Japon, dont vous le savez, la Constitution imposée par les Américains, interdit la nucléarisation, peut se doter d'un arsenal atomique
atomique raisonnable en 6 mois. Bon, et effet domino. Là aussi, on est passé tout près. Bon, autre exemple. Là, je vais peut-être aller plus vite. Et à vrai dire, plus on se rapproche de nous, là, moins on en parle et plus c'est grave. Moins on en parle et plus c'est grave. La renonciation par la Russie et les États-Unis d'Amérique du traité INF, Intermediary Range Nuclear Force, qui, en 1987, Nixon et Brejnev ont signé, et qui interdit l'existence d'armes atomiques et de missiles à moyenne portée sur le sol de l'Europe. On peut estimer que c'est ça qui a assuré en partie la paix en Europe pendant toute cette période. Missiles à moyenne portée, ça veut dire entre 500 km et 5500 km par convention. Bon. Alors tout a commencé, vous vous en souvenez pas, la plupart d'entre vous êtes trop jeunes pour cela, mais par la découverte que l'Union soviétique avait installé des missiles à moyenne portée précisément sur la partie européenne de la Russie. C'était en 1979, ça. Il y a eu une période d'hésitation. Carter était le président des États-Unis. Mais Schmidt, le chancelier allemand, a demandé très formellement à Carter d'intervenir. Et les Américains ont installé des Pershing, ce qu'on appelait la crise des euromissiles, en 1983. Bon. Mais 1986, Gorbatchev a été nommé secrétaire du Parti communiste et le président américain était Reagan. Ils se sont rencontrés à Reykjavik. Ils ont presque abouti à une dénucléarisation qui est achoppée par le fait que Reagan ne voulait pas renoncer à son bouclier antimissile. Brejnev lui demande... pas Brejnev, Gorby. On disait Gorby à l'époque. Gorby lui disant, mais enfin, pourquoi un bouclier missile-antimissile s'il n'y a plus d'armes atomiques? Oui, ça c'est voilà un argument métaphysique d'ailleurs entre nous. Bon. Mais Reagan n'a pas cédé, donc ça a capoté. Mais la détente était là, et l'année d'après, en 1987, à Washington, les deux ont signé ce traité d'interdiction des armes nucléaires à moyenne portée en Europe. Bon, ce traité que vient de dénoncer le 1er février et le 2 février Trump et Poutine. C'est extrêmement grave. Mon dernier exemple, il est beaucoup plus grave encore. On n'en parle pas, et c'est pourtant le plus grave. C'est les missiles à courte portée et les armes atomiques à courte portée, c'est-à-dire moins de 500 km. Ce sont des armes qu'on utilise sur le champ... Ce n'est pas des armes de dissuasion, sur le champ de bataille, comme des armes conventionnelles. Bon, les Russes, après les Soviétiques, n'ont jamais renoncé, même au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, à fabriquer de telles armes. Ils les fabriquent d'ailleurs à Kaliningrad, qui pour un philosophe est quand même une ville, pas n'importe laquelle, puisque c'est l'enclave entre la Pologne et la Lituanie. C'est l'ancienne Königsberg, la ville de Kant, bien évidemment. Bon, c'est là qu'ils fabriquent ces armes nucléaires à courte portée. Les Américains les fabriquent aussi. Bon. Alors, juste un exemple. Les Américains fabriquent ces armes, petites armes, d'une charge moitié Hiroshima, c'est-à-dire rien du tout par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, moitié Hiroshima. Alors, comment les fabriquent-ils? Vous savez qu'une bombe H, une bombe à hydrogène, nécessite une bombe A, une bombe atomique ordinaire, fission, pour déclencher l'opération de fusion. Bon, alors, il y a des W76-1 qui sont des armes H, à hydrogène. Bon, si on enlève la partie bombe H, il reste uniquement la bombe A. Alors, c'est ça que les Américains fabriquent comme arme à faible portée, moitié d'Hiroshima. Bon, le problème, c'est que, un autre exemple d'accident,
un autre exemple d'accident, c'est que les missiles qu'ils utilisent pour ces armes W-76-2 sont les mêmes missiles que les missiles pour W-76-1. Alors, si c'est Poutine qui voit arriver de tels missiles, il ne sait pas si c'est une bombe à hydrogène ou si c'est une bombe de faible portée. Bon. Alors, un autre exemple d'erreur qui a l'air de rien, enfin d'erreur, de source d'accident. J'espère que j'ai... Bon, alors je termine mon topo, quatrième partie, c'est l'essentiel de mon livre, et je vais y consacrer le moins de temps possible, parce que c'est impossible à résumer, simplement. Bon, donc ça ne servira à rien de... Oula, j'ai déjà 1 heure. Hein? Ah oui, c'est vrai, je suis à 40 minutes, là. Oui, j'avais mis à 40 minutes et je suis à 0, donc c'est 40 minutes, d'accord. OK, bon, OK. Pardon. Oui, je voyais. Bon, alors, ce que j'entends démontrer dans mon livre, c'est pas... je n'entends pas faire peur. Enfin, même si on m'a dit qu'il faisait peur. Mais enfin, bon... non, mais je n'entends pas faire peur. J'entends juger. Et ce que je crois avoir pu démontrer, mais ça c'est le travail de philosophe, hein, philosophe moral et politique, c'est que la simple possession par un État-nation de l'arme atomique fait de cet État-nation un État criminel au sens de crime contre l'humanité. Je rappelle que la notion de crime contre l'humanité a été mise au point par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale à Londres, donc l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne et la France, le 8 août 1945. C'est pas rien. 6 août, Hiroshima, 9 août, Nagasaki. Bon, voilà, au moment même où l'Amérique, c'était le seul pays à avoir d'armes atomiques, commettait ce crime contre l'humanité, ben voilà. Et tout ceci, bien sûr, en prévision du procès de Nuremberg, qui aurait lieu au mois de novembre de la même année. Hein. Donc voilà, c'est ce résultat auquel j'aboutis dans mon livre. Alors, 2 mots sur ma méthode, qui est assez compliquée parce que... il y a 2 critères de jugement, la rationalité de l'arme atomique et son éthique. Rationalité, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Attendez, tout ce que je dis, je crois que vous le comprenez, ce n'est pas du tout conquérir des territoires ou se défendre, etc. C'est empêcher une guerre atomique. La possession de l'arme atomique est rationnelle si elle empêche ou elle réduit la probabilité du déclenchement d'une guerre atomique. Bon. Et c'est là qu'est la véritable, la chose la plus dure. Et pour des raisons que j'ai déjà données, mais que je vais redire autrement, on en a beaucoup parlé à déjeuner hier, bon, et c'était assez amusant. Bon, il y a un sophisme bien connu qui est le post hoc, ergo propter hoc. Bon, A précède B, donc A est la cause de B. Alors, je vais vous raconter mon histoire belge quand même. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de Belges parmi vous, mais bien souvent, les meilleures histoires belges sont inventées par les Belges eux-mêmes. Bon, c'est le gars qui jette de la poudre, il prend tout le jour le train pour aller à son travail, enfin, le métro, peu importe, il ouvre la fenêtre, il jette une poudre sur la voie. Bon, quelqu'un qui le voit à peu près quotidiennement faire cela lui dit un jour, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous faites cela? Mais cette poudre, c'est une poudre chasse-éléphant. Mais enfin, il n'y a pas d'éléphant sur cette voie. Ben, vous voyez bien que ma poudre marche. Bon, OK. Bon, alors en principe, on rit quand on entend cette histoire. Bon, merci beaucoup Thomas. On rit, mais on ne rit pas lorsqu'on vous dit il n'y a pas eu de guerre atomique depuis 1945, ça prouve que la dissuasion a marché. On ne rit pas, et c'est exactement la même logique. Alors, une variante, mais beaucoup plus courte, je crois que vous n'avez pas compris, de la blague belge, c'est pluie en novembre, Noël en décembre. Bon, OK. Oui, d'accord, mais là, on ne rit pas pour la dissuasion nucléaire. Alors, pourquoi? C'est exactement le même sophisme. Pour démontrer l'efficacité de la dissuasion nucléaire au sens qu'elle a empêché une guerre nucléaire, il faut faire un travail assez costaud qui implique
de se placer de discuter de ce que c'est que, c'est une question vraiment de philosophe ou même de métaphysicien, qu'est-ce que c'est que l'avenir? Bon, depuis Aristote au moins, mais même avant lui, un gars qui s'appelait, de l'école mégarique, qui s'appelait Diodore Chronos. Il y a une bifurcation essentielle dans la théorie de l'avenir. Et la question est la suivante. Est-ce qu'un événement, par exemple, explosion atomique, qui ni n'a lieu ni n'aura lieu, jamais, doit être considéré comme un événement impossible ou non? Un événement qui n'arrive pas et qui n'arrivera jamais, doit-il considéré comme un événement impossible ou non? Bon. Dans notre métaphysique de l'avenir ordinaire, on répond non. C'est un événement possible, peut très bien ne jamais se réaliser. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Mais alors Aristote lui-même, et Diodore Chronos aussi, considéraient que pas du tout. On pouvait démontrer que un événement qui ne se produit ni ne se produira jamais est un événement impossible. Bon, en tout cas, chez Aristote, c'est bien connu, c'est la bataille navale, etc., qui ne se produira pas. Si elle ne se produit pas, c'est qu'elle était impossible pour se produire. Alors pourquoi c'est important par rapport à la question nucléaire? Nous sommes en 1995. 1995. Oui, c'est Chirac vient de prendre, c'est bien ça, hein, vient de devenir président de la République. L'été 1995, Chirac reprend les essais nucléaires français, dans le Pacifique, bien évidemment, en contradiction d'un traité qui interdisait, etc., tollé international. En septembre de la même année, il donne une conférence de presse à Paris et il annonce que, peut-être pour se faire pardonner, il réduit la capacité de la force de frappe française à une force capable de liquider 60 millions d'innocents. Alors, 60 millions, c'était la population de la France à l'époque. Alors, innocent ne veut pas dire, en termes militaires, ne veut pas dire dépourvu de péché originel ou quoi que ce soit. Ça veut dire non combattant. Hein, femmes, enfants, vieillards, etc. Bon, OK. Et il y a quelqu'un qui représente Greenpeace qui lui dit « Mais, Monsieur le Président, vous seriez prêt à appuyer sur le bouton et liquider 60 millions d'innocents ?» Et Chirac répond, et c'est ça l'essence, ce fut l'essence en tout cas de la dissuasion nucléaire française, c'est précisément parce que j'ai la ferme intention d'appuyer sur le bouton que les circonstances qui m'amèneraient à le faire ne se produiront pas. Vous voyez la logique. Donc je n'appuie. Alors le gars de Greenpeace lui dit, donc vous n'appuierez jamais sur le bouton? Et là Chirac est coincé. Mais il est coincé uniquement si on considère que je n'appuierai jamais sur le bouton, veut dire il est impossible que j'appuie sur le bouton. Auquel cas, ça réduit l'efficacité de la force nucléaire française à zéro. Il ne peut pas répondre. Bon, voilà. Donc vous voyez bien, là je me limite à ça, hein, bien sûr, parce que sinon c'est tout le livre. On voit bien que la question de savoir si un événement qui ne se produit jamais est un événement impossible est centrale par rapport à toute cette discussion. Alors ce que j'ai montré, c'est que si on considère si on a une conception de l'avenir telle qu'un événement qui ne se produit jamais est un événement impossible, alors on démontre l'efficacité de la dissuasion nucléaire. Mais du coup, dans cette conception de l'avenir, puisque tout potentiel est équivalent à un actuel, ça aboutit à une condamnation radicale bon, peu importe, parce que les mots s'envolent, là, de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, si on veut rendre la dissuasion nucléaire efficace, en pensée, bien évidemment, alors il faut la condamner. On ne peut que la condamner radicalement au plan éthique. Voilà, merci bien.